Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Mouna, j'ai 28 ans. Je suis consultante en informatique. D'accord. Tu es de quelle origine ? Je suis d'origine algérienne. D'accord. Tu as grandi. Tu es née où et où est-ce que tu as grandi ? Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne. Je suis née en région parisienne. D'accord. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Let's go. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, ta composition familiale et quelle était l'ambiance de la famille et surtout ta place dans ta fratrie ? Alors, moi, je viens d'une famille de 5 enfants, enfin 5 enfants du côté de mon père, 4 enfants du côté de ma mère. En fait, je viens d'un foyer divorcé. D'accord. Donc, du côté de ma mère, j'ai une sœur et un frère. Et ma mère s'est ensuite remariée et j'ai un petit frère de cette nouvelle union. De cette nouvelle union, exactement. Et 2 petits frères de la seconde union de mon père. D'accord, ok. Donc, j'ai grandi dans une famille plutôt soudée. Oui. Donc, avec une éducation religieuse prescrite depuis l'enfance. On a baigné dedans. D'accord. Ma mère nous a inculqué des valeurs assez fortes, a mis l'accent sur l'aspect religieux et la connexion avec Dieu tout au long de notre enfance. Et ça a été des choses qui nous ont beaucoup aidés tout au long de notre vie. Oui. Donc voilà. De ce fait-là, je me suis voilée assez jeune, mais c'était ma propre décision. En fait, moi, j'ai toujours eu comme modèle ma maman, qui est une femme très forte et qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et du coup, je voulais, je pense, quand on est petit, on fait un peu du mimétisme et on veut ressembler le plus à ses parents. Et en tout cas, c'était mon cas à moi. Mais malgré que j'étais jeune, ma mère nous a beaucoup expliqué pourquoi les femmes se voilaient. Et c'était beaucoup axé sur la pudeur, finalement, de la femme. Et volontairement, je me suis dirigée vers ça. Donc, assez jeune, j'ai commencé à m'habiller modestement. Ouais. Et j'ai jamais eu ça comme contrainte, en fait. J'ai toujours été quelqu'un d'assez pudique. Donc, pour moi, ça allait avec ta personnalité. Exactement. C'était pas du tout une contrainte. De moi-même, j'ai décidé par exemple de ne plus aller à la piscine parce que malheureusement à la piscine on peut pas pas toutes les piscines en tout cas pas toutes les piscines on peut pas être modeste. Yes. Et moi c'était quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Ouais. Et à l'âge de presque 12 ans j'ai décidé de me voiler. Alors là tu nous fais un bond vraiment loin dans la narration avant que tu commences avec... Donc, on le sait, voilà, elle s'est voilée à 12 ans. Mais où est-ce que tu te situes dans ta fratrie ? T'es l'aînée ? Je suis la seconde. J'ai une grande sœur. D'accord. Et du coup, je suis la seconde. J'ai un petit frère de 2 ans de moins que moi. Et ensuite, du côté de ma mère, mon petit frère c'est tous des petits de toute façon. Ils sont tous pas majeurs actuellement. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Ok. Il y a eu un grand écart. Il y a un écart, justement, d'une dizaine d'années... D'accord. Et avec ta sœur, t'as combien d'années d'écart ? 1 an. 1 an d'écart ? Oui. Mais c'est trop mignon, ça. Est-ce que vous avez cheminé... Enfin, pas cheminé ensemble, mais... On s'est voilés en même temps. Oui. Donc, 13 et 12 ans. Alors, exactement. En fait, moi, je parlais de mimétisme tout à l'heure, mais au final, j'ai copié un peu ma mère et ma sœur parce que c'est elle qui a pris la décision de se voiler et moi, j'étais la petite sœur, donc je voulais faire comme ma sœur. Ouais. Et du coup, je l'ai un peu suivi, mais c'était plus facile parce qu'on était 2 à le faire en même temps. Ouais. Donc, il n'y avait pas, je dirais, le regard des autres à affronter seul. Et au final, c'est plus une force quand on est jeune parce que moi, je sais que je me suis voilée du coup, j'ai 28 ans aujourd'hui. Oui. Donc, c'était il y a plus de 15 ans. Et il y a plus de 15 ans, une fille de 12 ans voilée, c'était pas du tout banal. C'était vraiment vu comme les parents qui ont imposé. C'est ça, mais surtout que t'avais... Attends, t'étais au collège du coup. J'étais en 6e. J'allais avoir 12 ans. Je me suis voilée un peu avant mes 12 ans. D'accord. Enfin, c'était à quel moment de l'année ? Ma sœur a la date, moi je l'ai plus. Mais bon, est-ce qu'à la rentrée de ta 6e, tu étais voilée ? C'était pas à la rentrée de ma 6e, oui. C'était en plein milieu de l'année. Oui. Et je me rappelle... moi, j'étais alignée avec mon choix.
Mais par contre, l'assumer devant les autres, c'était un peu plus compliqué. Donc au début, je mettais la capuche pour aller à l'école. Oui. Et je me cachais un peu. Donc comme je m'habillais de manière assez modeste à la base, ça n'a pas forcément changé. C'est passé inaperçu. Exactement. Et un jour, je me rappelle, il y a une de mes camarades qui a vu un bout de voile sortir de ma capuche et elle m'a dit « Mais tu portes le voile ?» Merci, copine. Et après... Alors, comme je l'ai expliqué au départ, j'ai la chance d'avoir une maman qui nous aide dans ce type de projet, oui. Qui nous aide justement à nous accrocher à ces valeurs-là. Et en fait, malheureusement, en France, on ne peut pas porter le voile à l'école. Et honnêtement, c'est extrêmement compliqué de le retirer à chaque fois devant l'école. Donc, au début, on le faisait. Et l'année d'après, ma mère a décidé de nous faire l'école à la maison. Oh, super. Ouais, ça retirait une grosse contrainte et surtout, en fait, on n'avait plus à affronter ce regard des gens qui, malgré que tu es attaché à tes convictions, ça peut être difficile à ce jeune âge de se confronter à ça, pardon. Vous avez eu des mésaventures pendant cette année-là ? Quand vous portiez le voile et que vous deviez le retirer devant... Non, pas de... Pas du tout. J'ai pas de enfin, ça remonte. Hein. Honnêtement, j'ai pas de souvenir... Dit-elle, ça remonte alors qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Non, honnêtement, j'ai pas des souvenirs hyper clairs, mais je me rappelle pas avoir été stigmatisée par rapport à ça. Encore une fois, c'était... Moi, j'étais jeune, donc ma mère nous a beaucoup laissé le temps de prendre nos marques. Et honnêtement, c'était un cheminement... En fait, le fait d'avoir cheminé aussi jeune vers ça, ça a été une grande force parce qu'au fur et à mesure des années, ça a fait partie de mon identité. Donc, du coup, je me suis construite avec le voile. Et je n'ai pas... Je sais que ce n'est pas le cas de toutes les femmes voilées. Pour certaines, c'est extrêmement dur et c'est une remise en question quasiment tous les jours, mais moi j'ai grandi avec ça et du coup au final c'était plus facile après de me construire en tant que femme avec le voile parce que je n'ai connu que ça. Petite question, ta mère est née ici du coup ? Ma mère est née ici. Ok, ta mère avait la possibilité en tout cas de vous faire l'école à la maison ? Oui. Et c'était un beau cadeau Alors moi je l'ai fait, honnêtement moi je l'ai fait que 1 an parce que en fait j'étais une élève en difficulté. C'est-à-dire j'ai des troubles 10 parce que j'allais parler au passé, mais au final les troubles 10 c'est quelque chose qui reste toute notre vie. Oui. Et du coup c'est assez compliqué, même si ma mère avait un bon niveau scolaire, d'enseigner à quelqu'un qui est en difficulté, notamment à cause de troubles cognitifs. Donc là j'ai fait ma 5e à la maison, oui. Et ensuite ma mère a décidé de nous mettre dans un collège musulman, moi et mon frère. Et du coup j'ai redoublé ma 5e. Moi j'étais très attachée à cette vision de jamais redoubler. Je sais pas pourquoi. Je pense que tous les enfants sont attachés à ça, donc ça a été extrêmement dur. Okay. Voilà. Et au final, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, dans le sens où après j'ai pas mal rebondi, j'ai commencé à m'accrocher vraiment à ma scolarité. Et en fait, le fait d'être dans une structure musulmane et de pas avoir à me poser la question entre choisir entre mes convictions religieuses et le fait de réussir scolairement, je me suis énormément épanouie. Et au final, je me suis focus sur mes études et j'ai énormément progressé. Oui. Donc voilà. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie collège. Exactement. Lycée, comment ça s'est passé ? Alors, ma structure musulmane n'avait pas de lycée. Donc, j'ai eu mon brevet et ensuite, il fallait se poser la question de qu'est-ce qu'on allait faire après. Ma mère, toujours attachée à l'idée de nous faciliter la tâche et de ne pas forcément retirer notre voile, on décide de reprendre à la maison. Donc, j'avais... Ta sœur, elle avait continué à la maison ? Ma sœur avait continué à la maison. Et ta maman, ouais. Et du coup, on a décidé de reprendre l'école à la maison. Mais moi, j'avais pas mal compensé quand même les lacunes que j'avais, parce que j'avais énormément travaillé. Oui. Nous, les personnes en situation de handicap, on compense beaucoup. En fait, on apprend à compenser, donc on compense un peu toute notre vie. Et c'est dans énormément de domaines de la vie, en général, on apprend à compenser avec l'humain, avec les tâches, certaines tâches, avec certaines matières à l'école, etc. On apprend beaucoup à s'adapter parce qu'en fait, on a dû toute notre vie nous adapter parce que le système n'est pas fait pour vous. Exactement. Il ne vous facilite pas en tout cas. Donc, je suis arrivée en seconde. J'étais extrêmement déterminée. Pour moi, il fallait que je prouve au monde que j'étais capable
d'obtenir mon bac. Et du coup, seconde générale, je décide d'aller en scientifique. D'accord. Donc, première scientifique, bac de français. Bac de français extrêmement dur, parce que déjà très stressée par rapport au fait de savoir est-ce qu'on allait me faire des remarques lorsque j'allais passer mon examen, parce qu'on a toujours ce stress-là. Donc en tout cas pour l'examen, parce que le lycée, on est d'accord, tu l'as fait à la maison. À la maison, donc Avec, aucune contrainte par rapport au voile, vu que j'étais à la maison. Mais quand tu dois passer l'examen, je t'imagine, tu t'es préservé, entre guillemets, de ça pendant toute l'année. Toute l'année. Oui. Et au final, tu arrives devant l'examen, on te demande de le retirer. C'est pas ouf, mais alhamdoulilah, moi, j'ai pas eu ces contraintes-là. En tout cas, moi, je sais que ça s'est passé assez bien. Donc, je passe mon examen. Avec le foulard sur la tête. Avec le voile. Okay. Alhamdoulilah. Oui. Et ensuite, je sais que j'ai pas eu des très bons résultats en français, mais bon, ça, c'était sûr. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Oui. Ensuite, terminale, j'appréhendais un peu moins parce que je passais dans le même lycée. Et du coup, je savais très bien que ça allait plus ou moins bien se passer. Donc, oui. Voilà, alhamdoulilah, parce que au final, c'est la semaine du bac qui est la plus importante. Oui. Donc, aucun souci vis-à-vis du voile. Alhamdoulilah, je suis tombée dans un lycée où... Ils respectaient cette loi de... Exactement. Donc, pour petit rappel... quand il y a des examens dans un établissement scolaire, l'établissement scolaire, il perd son titre d'établissement scolaire pour devenir un centre d'examen. Et dans un centre d'examen, il n'y a plus cette, pas contrainte, mais en tout cas, on ne parle plus de laïcité. Les gens viennent comme... En tout cas, pour les personnes qui sont extérieures, parce que pour les personnes qui sont... Normalement, même pour les personnes qui sont intérieures. Ouais. C'est un centre d'examen pour tout le monde, en fait. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc, c'est super et génial que tu n'as pas eu à retirer ton foulard. Okay. Parce que tu étais extérieure, mais même pour les personnes intérieures, en théorie, enfin, même pas en théorie, normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Après, malheureusement... C'est très peu répandu. Hein. Les gens ne le savent pas. Mm-hmm. Et t'imagines, pendant ta semaine de bac, à quel point t'es stressée. Exactement. Je trouve ça horrible. Vraiment, je trouve ça horrible. Du coup, je passe mon bac. Ça se passe bien, alhamdoulilah. Je l'obtiens avec mention. Et moi, j'avais choisi vraiment un bac S, spécialité maths. Je voulais prouver au monde que j'étais capable, clairement. Tu as prouvé au monde que tu étais capable. Le bac, c'est pas non plus l'examen le plus compliqué, mais en tout cas, alhamdoulilah, ça a été une grande fierté pour moi. Écoute. Et j'étais contente de montrer que c'était possible de garder, entre guillemets, ces convictions religieuses et de pouvoir avoir... obtenir, entre guillemets, son bac. Exact. Est-ce que tu avais des aménagements spécifiques par rapport à tes troubles dyslexiques ? Oui. Moi, j'avais un tiers de temps, donc un tiers de temps en plus. Donc, à la base, l'examen de maths, c'était par exemple 4 heures. Et du coup, j'avais 1h30 en plus. Et moi, ça m'a aidé énormément parce qu'au final, j'étais stressée pour plein de raisons. Et ça me permettait de gérer mon stress. Et de pouvoir travailler. Exactement. Et en plus, j'étais dans une salle à part. Donc, en fait, au final, ça arrangeait un peu tout le monde parce que j'étais pas visible aux yeux de tout le monde. Et pourquoi tu étais dans une salle à part ? Parce que tous les tiers-temps sont dans une salle à part. Donc, j'étais avec d'autres élèves de tiers-temps. Une classe beaucoup plus restreinte. Et du coup, ça a arrangé un peu l'établissement scolaire parce qu'en fait, je passais c'était un couloir... c'était dans un couloir... Au fin fond d'un couloir au rez-de-chaussée. Donc, au final, je rentrais et après, j'allais directement dans ce couloir. D'accord. Personne ne me voyait. Okay. Ça les a arrangés. Oui, quelque part. Ouais. Donc, mais voilà. Quand tu t'es présenté à tes examens, personne ne t'a accueilli. Alors, en fait, j'ai passé mes examens dans des lycées où il y avait quand même une forte population maghrébine. D'accord. Et j'ai eu une fois une mésaventure dans un lycée un peu plus... où il y avait un peu moins de diversité. Mm-hmm. C'était parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je te disais que j'avais énormément d'hobbies et moi, j'aime l'art, j'aime le dessin, etc. Donc, j'ai pris l'option art. Franchement, c'était très cool. Hein. Je me suis beaucoup épanouie en créant le projet qu'on devait faire pour passer l'oral. Oui. Et je peux te dire que c'était compliqué. Je suis arrivée, ils m'ont envoyé dans le bureau de la principale et la principale m'a posé énormément de questions et elle m'a accompagnée jusqu'à ma salle d'examen pour montrer que j'étais vraiment une exception, que on n'avait pas le droit de porter le voile, etc. Et je me suis fait escorter de son bureau jusqu'à la salle d'examen. D'accord. Et
Et mais Laura, ça a dû rajouter sur ton stress, en fait. Après, c'est une option, donc ça va. En réalité, je n'étais pas énormément stressée. Mais par contre, le jury, choqué de me voir avec le voile, et du coup, ils m'ont mis une très mauvaise note. C'est pas vrai. Mais c'était une option, donc au final, tout le monde savait que personne n'allait se battre. Mais en général, une option, t'essayes quand même de mettre un minimum de points. Et franchement, je m'étais vraiment investie en termes de construction, etc. Je sais plus ce qu'il m'avait donné, mais c'était genre 2 points en plus sur la totalité de mes points. C'était rien du tout. Okay. En général, ils mettent jamais en dessous de la moyenne. Après, je sais pas, en réalité, là je dis ça, mais surtout pour les langues, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'ils mettent en dessous de la moyenne. Mais en tout cas, dans ce genre d'options, ils font toujours l'effort. Et voilà. L'effort, il n'a pas été fait de la meilleure des manières, en tout cas. Alhamdoulilah, c'était qu'une option. Ouais. Ok, d'accord. Donc, mes aventures, en tout cas, par rapport à ça. Ouais. Donc là, on a le bac. Ouais. Après, pour la suite, qu'est-ce que tu as choisi Alors, dans mon cas à moi, j'étais toujours attachée à l'idée de ne pas retirer mon voile. Mais j'étais quelqu'un de très ambitieuse. Alors, mais c'est très bien. Mais est-ce que, par le fait que tu voulais ne pas retirer ton voile, est-ce que tu t'es restreint sur certaines... Oui, totalement. Ah oui Oui, totalement. J'ai regardé les filières. Alors je me suis dit, alors ça va être compliqué avec le voile, on next. Ça va être compliqué avec le voile, on next. Je sais que... Moi, c'était mon choix. Oui. Et malheureusement, c'est un choix compliqué à faire. Après, je ne vais pas mentir non plus. Mes idées principales étaient quand même accessibles avec le voile. Je vais m'expliquer, pardon. Dans le sens où moi, je visais à la base des études de maths et d'informatique. Et quand je disais ça, on ne peut pas avec le voile Genex, c'était plus tout ce qui est prépa, etc. Ça, c'était pour moi impossible. Mais dans tous les cas, vu ce que la prépa attendait de moi en termes humains, je savais de très niveau et compagnie. Alors, pas forcément de niveau, mais plutôt en termes d'effort. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Je me suis dit, bon, on va se calmer. Tu vas aller dans quelque chose d'un peu plus raisonnable. Oui. Enfin, c'est ce que je pensais. Après mon choix, j'ai vu que c'était pas forcément le cas. Du coup, la prépa, c'était non pour plein de raisons. Du coup, le voile et aussi tout ce qui est stress, etc. Oui. Donc, j'y suis pas allée. Et je suis tombée sur la double licence maths informatique. Et du coup, pour moi, c'était le coup de cœur, dans le sens où moi, je voulais faire des études de maths, mais pas me focaliser que en maths, parce que je me suis dit, bon, ça va me fermer des portes. Donc voilà, c'était un choix qui était pour moi évident. Donc j'y vais. Première année extrêmement difficile, parce que beaucoup d'heures de travail, la reprise des cours en cours. Moi, j'avais l'habitude de prendre mon temps, de travailler à mon rythme, de travailler de manière plus étalée. Oui. En fait, je bossais beaucoup plus d'heures, mais vraiment à mon rythme. Ouais. Et en fait, avec mes troubles, je me suis rendu compte que l'école à la maison, ça m'a été très bénéfique. Parce qu'en tant que personne 10, on a toujours besoin de plus de temps. Oui. Et moi, j'étais constamment stressée par le fait que les autres allaient plus vite que moi. Et du coup, je me suis rendu compte que, au final, avec ma mère, on a décidé de prendre ce choix par rapport au voile. Mais au final, ça a été un choix qui m'a énormément aidée sur d'autres aspects de ma vie, donc par rapport à mon handicap. Oui. Et honnêtement, je pense pas que j'aurais... parce que ça m'a permis du coup d'avoir une certaine méthodologie de travail et que j'aurais sûrement pas développé si j'avais été dans un lycée, parce que j'aurais compensé mon handicap d'une autre manière, et je pense de la mauvaise manière, parce que l'enseignement est pas du tout adapté aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc voilà, je suis arrivée, il fallait reprendre un peu ses repères, ça a été extrêmement difficile. Mais j'aimais bien ce que je faisais. En tout cas, j'aimais bien ce que j'étudiais. Il y avait beaucoup d'heures de travail. Moi, comme je l'ai dit, j'avais pas l'habitude d'aller à l'école. Ouais. Me re-sociabiliser avec des gens de mon âge. Ouais. Alors moi, j'ai toujours eu des amis parce que j'avais des amis d'enfance, etc. Oui. Mais c'était quand même bizarre de côtoyer des gens toute la journée, alors que tous les jours de la semaine, tu les vois plus souvent que ta famille. Ouais, ça a dû chambouler ton quotidien. Exactement. Surtout que moi, quand j'étais à la maison, j'adaptais vraiment, comme je l'ai dit, j'adaptais vraiment. Je prenais pas beaucoup de vacances et tout, parce que je prenais vraiment mon temps pour assimiler les infos, etc. Donc voilà. Premier semestre, je valide, mais pas aussi bien que j'aurais voulu. Oui. Parce que, encore une fois, j'étais pas du tout adaptée enfin, j'avais besoin de ce moment d'adaptation. Mais du coup, en licence, il n'y a pas de possibilité d'aménagement Si j'avais des tiers-temps, etc. D'accord. Mais alors, on va se confronter à une problématique qui est encore actuelle, je pense. Les enseignants ne sont pas sensibilisés surtout les enseignants du supérieur ne sont absolument pas sensibilisés
à ces problématiques de tiers-temps pour certains types de handicap. Et du coup, il y en a qui sont hyper ouverts. Ouais. Et j'en suis très heureuse, mais il y en a qui sont hyper fermés. Donc, moi, j'avais toutes les reconnaissances nécessaires, vu que j'avais été suivie par une orthophoniste qui m'avait fait toutes les attestations et tous les bilans orthophoniques qu'il fallait. Oui. Et du coup, tu dois repasser des bilans pour être reconnu par l'université. Donc, j'ai repassé des tests, etc. Et se sont avérés... on m'a donné le maximum qu'on pouvait donner à une personne en situation de handicap. Oui. Mais en fait, ces aménagements, ils sont mis en place seulement pour les partiels. Pour tout ce qui est examen contre le continu, c'est à la bonne volonté du prof, je dirais, la bonne appréciation. Enfin, est-ce que le prof va vouloir vraiment mettre ça en place ? Et je vous laisse imaginer que, surtout en maths et en informatique, les gens sont souvent très doués. En fait, ça colle vraiment au cliché des gens qui ont fait des maths et de l'informatique qu'on imagine. Hein. Et je vais me faire détester parce que... Chemise à carreaux à manches courtes, lunettes rectangulaires. Exactement. D'accord. Donc voilà, des gens qui sont souvent très intelligents et qui ont... haut potentiel intellectuel. Je pense qu'il y a énormément de HPI dans cette filière. Dans cette filière-là. Oui. Et des gens qui sont eux-mêmes en situation de handicap, donc dyslexiques, HPI, TDAH, etc. Donc, je me rappelle, j'avais un examen d'informatique, de programmation. Moi, ce qui me stressait, c'était beaucoup les examens de programmation. J'étais pas mauvaise, j'étais même plutôt... Enfin, je me débrouillais plutôt bien, mais dès qu'il y avait une notion de temps, je perdais tous mes moyens. Ouais. Et du coup, je partais, j'allais voir les profs, je leur disais, est-ce que je peux avoir du temps en plus ? Et il y a un des profs, il m'a dit... Du temps en plus, pourquoi ? Je le regarde, je dis, je suis dyslexique. Il me dit, mais moi aussi, je suis dyslexique et j'ai pas besoin de temps en plus. Waouh. Waouh. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite aparté. Donc en fait, il n'y a pas d'option empathie dans ce genre de filière. Non. C'est ça. Ça dépend. En général, pas venant des hommes en tous les cas. D'accord. Okay. Les femmes un peu plus, ça dépend. En réalité, j'étais pas encore. Je m'affirmais pas encore totalement avec ce handicap. J'en parlais, mais j'affrontais beaucoup le regard des gens. Moi, je pense que j'ai plus souffert de ce regard-là vis-à-vis de mon handicap plutôt que par rapport au voile. Honnêtement. Génial. J'ai envie de dire quelque part. Oui. Clairement. Et alhamdoulilah, j'ai commencé à prendre le rythme. J'ai redoublé ma deuxième année parce que la double licence, c'était très dur. Et du coup, je suis partie en licence simple maths avec des options d'informatique. Tu l'as bien vécu ? Ah non, je l'ai super mal vécu. J'ai toujours eu un problème avec l'échec. Non, mais je me permets, puisque comme tu disais, quand tu as redoublé ta cinquième, c'était très compliqué. Bon. Je l'ai super mal vécu. Et du coup, je l'ai super mal vécu. En plus, moi, j'avais vraiment je portais ce fardeau sur les épaules où je voulais montrer que j'étais capable, femme voilée, en situation de handicap, etc. Fallait que je montre, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que là, c'était l'échec, tu vois. Et du coup, je me redirige vers une licence maths, option d'informatique. Et en fait, les plans d'Allah sont parfaits. Parce que ça a été une année plutôt calme, mais dans laquelle je me suis beaucoup épanouie, parce qu'en fait, les matières que je n'avais pas validées, c'était vraiment des matières sur lesquelles je n'avais pas eu le temps de me poser. Il y a une matière où c'est une matière d'algorithmique où en fait, ça demande énormément En fait, il faut programmer son cerveau correctement. Et tu peux faire autant d'exercices que tu veux. Si tu n'as pas programmé correctement ton cerveau, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est beaucoup de réflexion et de compréhension. Et à la base, j'avais une très mauvaise note la première année. Et la deuxième année, j'ai eu une des meilleures notes. Alors que personne n'avait la moyenne dans ce genre de matière. Du coup, au final, ça m'a donné le temps de me poser et de me poser la question de ce que je voulais faire réellement. Donc, je vais en licence, en troisième année de licence. Et là, j'ai connu pour la première fois le racisme. Enfin, je pense qu'il y avait un peu de racisme, mais c'était pas... C'était des micro-agressions Non, ça allait. C'était pas... Ça se voyait qu'on nous aimait pas parce qu'on était... Mais c'était quand même une fac où il y avait énormément de population maghrébine. Donc finalement, ils étaient quand même plus ou moins habitués à voir des femmes... Habitués. Habitués. Donc c'était pas... franchement, c'était pas aussi flagrant. Donc c'était un examen d'informatique. Donc déjà à la base, moi j'avais travaillé comme une malade parce que troisième année, premier semestre, tout le monde sait qu'il est troisième année de licence, le premier semestre, tout le monde sait qu'il est hyper important. Et moi je visais des masters très spécifiques en maths.
Et du coup, je travaille, mais je gérais pas du tout mon stress. Donc voilà, mais j'ai travaillé jour et nuit, j'étais tellement organisée. Et justement, l'école à la maison m'avait permis d'avoir cette organisation. Mais je me rappelle que mes camarades étaient choqués à quel point j'étais organisée et le nombre d'heures de travail que je pouvais faire sans perdre en concentration. C'est pas forcément, faut pas non plus abuser, mais franchement, la vérité, j'aimais ce que je faisais, donc ça aidait. Et du coup, il y avait un examen d'informatique, je savais que la prof ne m'aimait pas. Donc tout au long du semestre, à chaque fois que j'essayais de lui parler... Alors que cette prof était réputée pour aimer les filles, enfin beaucoup les filles, parce qu'il y avait très peu de filles dans ses filières. Il y avait très peu de filles dans ses filières, et du coup, toutes les filles, il y en avait, allez, maximum une dizaine, c'était ses chouchoutes. Une dizaine sur combien de promotions? Plus de 100. Ah ouais, donc, d'accord. Donc elle les poussait. C'était leur mentor, quoi. Tout le monde savait qu'elle aimait bien les filles. Mais après, je peux comprendre d'une certaine manière, et du coup... toutes les filles, elles étaient grave avantagées, bah, sauf moi. Moi, elle me détestait. Ça se manifestait par quoi? À chaque fois que je lui parlais, elle était super agressive avec moi. À peine j'ouvrais la bouche, c'était de l'agression directement. Et en fait, la problématique de quand t'as des tiers-temps, c'est que t'es dans une salle à part et les profs passent pour voir si t'as des questions. Et moi, je me suis dit, oh là là, si elles passent. Parce qu'en fait, les copies sont aussi dans différents paquets. Parce qu'en gros, ils ont les copies des tiers-temps. Du coup, je me suis dit, j'étais une des seules en tiers-temps, donc ça veut dire qu'elle allait savoir directement que c'était moi. Oui. Et du coup, toute la réflexion là, je me suis dit, est-ce que je passe mes examens en tiers-temps? Parce que si je passe mes examens en tiers-temps, elle va savoir que c'est moi, et je savais qu'elle allait me mettre une mauvaise note, etc. Oh là là. Donc toute la réflexion, au final, j'ai décidé de ne pas prendre mon tiers-temps. Alors que c'était le semestre le plus important de ma scolarité, donc juste parce que j'avais peur de subir le racisme de cette prof. Au final, c'est dingue. Ouais. Franchement, quand j'entends ça, j'ai envie de t'encourager à écrire un courrier à cette dame et qu'elle se rende compte de l'impact de son mauvais comportement sur ta scolarité et sur toi. Mais je sais pas si tu t'imagines, t'es là, t'as une réflexion aussi poussée, et c'était vraiment une réflexion à laquelle j'avais réfléchi pendant des semaines. Hein. Je me suis dit, est-ce que je prends mon tiers-temps? Est-ce que je le prends pas? Je sais qu'elle m'aime pas. Parce que je l'avais eu en deuxième année et je savais qu'elle m'aimait pas. Ouais. Je me suis dit, oh là là, ah oui, j'ai découvert que c'était la prof en troisième année parce qu'elle venait de reprendre la matière. J'étais là en mode, j'ai pas de chance. donc voilà, elle ne m'aimait pas et je savais que c'était à cause du voile parce que c'était sûr. Parce que vraiment, il y avait d'autres filles maghrébines et elle avait rien contre elle. C'est vraiment spécifique au voile. D'accord. Du coup, je prends pas de tiers-temps. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des gros problèmes de stress. Et du coup, c'était une des matières que j'aimais le plus, où je me débrouillais bien. Ouais. Mais j'ai fait une crise d'angoisse pendant l'examen et incapable de produire quelque chose. Comment tu te en fait, en tant que personne avec des troubles cognitifs, quand on est stressé, l'handicap est dupliqué. Ouais. Donc t'imagines, en informatique, t'as des consignes à lire, écrivez tel programme de telle manière avec telle contrainte, etc. Ça rentrait pas dans mon cerveau, je lisais, ça ne rentrait pas. Je sais plus c'était combien de temps l'examen, mais en tous les cas, moi, j'arrivais pas à me concentrer. Alors d'entrée de jeu ou ça arrivait à un moment donné? Non, d'entrée de jeu. Première consigne. J'avais pas dormi de la nuit, j'ai fait une insomnie. Alors que je suis pas du tout une insomniaque, je suis quelqu'un qui dort. Oui, j'avais pas dormi de la nuit, donc insomnie. Vraiment, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, donc déjà à la base, mon cerveau en compote. L'après-midi, en fait, en licence en maths, on n'a pas beaucoup de matières. Je crois qu'on on avait 4 matières en maths et l'anglais. Oui. Et peut-être une matière de gestion pro, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, qui comptait pas beaucoup. Hein. Nous, c'était les maths qui avaient un gros coefficient. Donc ça veut dire que tu rates une matière, ton semestre, il est compromis. Oui. Et du coup, il y avait 2 examens super importants ce jour-là. Les examens d'informatique, je le rate. Bon, reconcentre-toi, t'essayes de dormir. L'après-midi, je rate aussi mon examen de maths. Enfin, le matin, c'était l'examen d'informatique. L'après-midi, c'était l'examen de maths. Et pour l'examen de maths, t'as pris ton tiers-temps ou pas? Non. En fait, c'est soit tu prenais ton tiers-temps... Dans toutes les matières, soit tu le prends, soit tu le prends pas, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, ça s'est pas bien passé. Oui. Le lendemain, j'ai dormi, les 2 examens se sont mieux passés. Oui. Il s'est avéré que je suis arrivée à 9,8 pour la demande de master. En général, quand tu es ajourné, c'est compliqué. Même si tu as des bonnes notes dans les 2 premières années, c'est compliqué. Donc là, c'était pour moi la désillusion. J'essaye de négocier pour qu'il me passe en admis, parce que c'était à 0,2. Je me suis dit, bon, allez, faites l'effort, etc.
il voulait pas. D'accord. On était 2 dans ce cas-là parce qu'en fait on s'est retrouvé avec on a essayé de jouer sur ça. En gros, on était des gens qui avaient fait des études de maths en option informatique, Oui. mais on a passé le même examen que les gens qui étaient en informatique, en 3e année d'informatique. Donc au final on a essayé un peu de négocier sur ça, s'il vous plaît rajoutez-nous des points, on n'a pas le même bagage que eux, etc. Alors, deuxième prof raciste que je rencontre, c'était celle qui gérait ma licence. Oui. Je vais la voir, j'essaie de négocier, je vois les fermer. Elle me dit, je te ferai une lettre de recommandation, ça compensera. Ça compense rien du tout. Ça compense rien du tout. Et il y a des gens dans ma classe qui ont essayé parce qu'on était 2 dans cette configuration-là, qui ont essayé de pousser pour qu'on soit à 10, parce qu'on était tous les 2 à 9,8, un truc comme ça. Ouais. Et cette prof, elle a poussé le 2e élève qui est passé à 10, qui a validé son semestre. Et moi, elle est passée devant moi, elle m'a même pas regardé. Elle lui a annoncé devant moi. Hein. C'est une blague. Elle lui a dit, oui, écoute, c'est bon, je t'ai validé ton semestre. Et elle est passée devant moi, elle m'a regardé, elle m'a même pas calculé. C'était le choc. Je me suis dit, waouh. Et lui, c'était un étranger, d'origine étrangère. Hein, oui. Et je me suis dit, waouh. Et du coup, j'ai redoublé d'efforts pour le dernier semestre, mais de manière un peu plus raisonnée. Donc, je travaillais mieux. Ouais. Quand tu dis tu travaillais mieux, c'est tes techniques de travail qui aient changé ou la qualité, parce que je passais beaucoup de temps à travailler. Je pensais être efficace, mais il y avait des choses à améliorer. Donc là, j'ai commencé à changer un peu ma méthode. J'essayais aussi de répondre de manière plus efficace aux questions, parce que moi j'avais tendance à vouloir à répondre à toutes les questions et en négligeant la qualité de mes réponses, et du coup j'ai changé un peu tout ça. J'ai validé mon 2e semestre à plus de 11, donc ça a compensé le premier, mais pour les masters, ça ne changeait rien. Et du coup, je suis partie la voir, je lui ai dit, mais c'est bon, j'ai validé mon semestre, vous pouvez me remonter à 10. Limite, t'as un échange de points entre le 1er et le 2e semestre. Je voulais juste qu'il y ait marqué admis sur mon 1er semestre, parce que je m'étais tuée en licence et je me suis dit, mais c'est injuste que le seul semestre que je ne valide pas, c'est le semestre le 5e semestre, entre guillemets. Ouais. Et elle a refusé, mais catégoriquement. T'es pas censé encore avoir les résultats, et dans tous les cas, c'est fini, c'est figé, mais d'une agressivité qui n'est pas justifiée. Et je savais très bien que c'était parce que j'étais voilée. T'as pris ton tiers-temps pour oui, le 2e semestre. Le 2e semestre, j'ai pris mon tiers-temps. Ouais. Et au final, j'ai commencé à faire mes recherches pour les masters. Évidemment que j'ai été refusée dans les masters que t'avais choisi. Que j'avais choisi. Les premiers, les premiers, les masters. Le master, je sais que j'avais un master que je voulais absolument, mais les plans d'Allah sont toujours meilleurs. Du coup, en fait, j'ai postulé un master spécialisé dans l'accessibilité numérique. Et du coup, moi, c'était parce que j'étais moi-même en situation de handicap et que, vu que j'étais en tiers-temps, j'avais beaucoup observé les autres personnes en tiers-temps. Oui. Comment elles utilisaient les outils informatiques pour compenser leur handicap. Et je me suis dit, j'ai envie de travailler dans ça. Et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce master-là. Et du coup, j'ai été acceptée parce que c'était un master qui était à la base ouvert à plus les gens qui ont fait de la psycho, de l'argothérapie, etc., qui veulent avoir une casquette un peu informatique. Mais moi, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Et du coup, j'y vais. Première année un peu ennuyante parce que c'est une remise à niveau en informatique, etc. C'était des choses que j'avais déjà faites. Mais la deuxième année était ouverte à l'alternance. D'accord. Donc du coup je me suis dit go, parce qu'en réalité après la première année je me suis dit je vais changer, je m'ennuie trop. Et du coup la deuxième année ouverte à l'alternance, la prof c'était la première année où ils ouvraient ça à l'alternance. D'accord. La prof elle l'annonce, oui on va ouvrir le master à l'alternance, etc. Moi j'étais motivée comme jamais, je me suis dit je vais trouver une alternance, etc. La gérante du master elle me regarde, elle me fait mais si tu veux trouver une alternance faudra que tu retires ton voile, hein. Ouais. Et moi, faut pas me dire ça, moi. Déterminée comme jamais, je commence à faire mon plan d'action avec une recherche. Je cherchais 2 heures tous les jours, je contactais, parce qu'en fait, j'étais dans un domaine hyper spécifique, donc il n'y avait pas énormément d'entreprises. Donc, je commence à chercher les entreprises sur Internet, à leur envoyer des messages sur LinkedIn. Et Allah, il est grand, parce qu'au bout d'1 mois, j'ai été contactée par un gros cabinet de conseil et une entreprise spécialisée. Donc, je rentre dans les entretiens, etc. Tout le monde me dit que mon CV il plaît, alors que j'avais 0 expérience, parce que moi, je sortais d'une licence très théorique. Okay. Et mon CV plaisait.
Et les gens, ils me disaient, j'aime beaucoup ton énergie, t'as l'air hyper motivée, etc. J'étais hyper motivée, clairement, j'en voulais. Ouais. Et j'ai finalement été refusée du cabinet de conseil, mais c'était une bonne chose parce que je savais très bien que ça allait pas me plaire pour une alternance. Et je l'ai vu après, je continuerai après sur ça, je l'ai vu après. Du coup, je vais dans mon entreprise spécialisée et la vérité, je me suis éclatée. C'était très cool, mais quand je suis arrivée, il faut savoir que moi, je m'habille toujours de manière très modeste, avec des jupes, des rabayas, donc des longues robes. Voilà. Toujours, c'est mon identité. Oui. Je me suis toujours habillée comme ça. C'est ton identité, c'est ton style. Exactement. Et moi, je suis à l'aise comme ça. Et du coup, je mets ma longue abaya avec un blazer pour le premier jour de travail. Moi, j'avais pas changé, j'avais pas essayé de m'adapter. Oui. Pour les entretiens physiques. Pour les entretiens, c'était en distanciel. C'était pendant le Covid. Donc, c'était en distanciel. Ouais. Mais visio ou pas? Visio. Mais du coup, ils savaient que j'avais le voile. Ça ne posait pas problème. D'accord. Donc j'y vais. Les patrons étaient eux-mêmes d'origine musulmane, je pense. Je ne sais pas s'ils étaient pratiquants ou pas. Oui. Mais en tout cas, c'était des gens qui étaient d'origine musulmane. De familles musulmanes, je pense que c'est plus ça le terme. Oui. Et du coup, le premier jour, ils me voient arriver avec ma longue abaya. Ça a été le choc pour eux. Alors que je précise, tous mes collègues n'étaient pas du tout habillés en mode corporate, donc personne n'était en costume, tout le monde est habillé comme on s'habille tous les jours. Donc moi, je me suis dit, si eux, ils sont habillés de manière normale, pourquoi moi, je ferais l'effort de changer ma façon de m'habiller alors que c'était, entre guillemets, dans un open space, enfin, c'était un truc où il n'y avait pas de clients en fait. Oui. Donc pour moi il n'y avait pas lieu de faire des efforts, sachant que les autres n'en faisaient pas. Enfin, je me rappelle une de mes collègues qui est venue en tongs, donc à un moment donné à un moment donné il s'agirait de rester cohérent. Exactement. Donc premier jour ça se passe bien, deuxième jour ça se passe bien. En plus moi je suis quelqu'un d'assez avenante, donc je parlais de manière normale avec tout le monde, voilà. Et le patron me convoque et il me dit Au bout de combien de temps il te convoque? 2 jours, 3 jours, ouais. Du coup, il me dit, écoute, en fait, c'était pas convenu que tu t'habilles comme ça. Après, je dis comment ça? Il m'a dit, avec ton long... Enfin, il n'employait pas les termes parce que ça se voyait qu'il savait pas comment ça se disait. Oui. Ou je sais plus quel terme il avait employé. Soit il a pas employé les termes, soit il a employé un terme exagéré. D'accord. Je sais plus ce qu'il a dit. Et après, il voit que je reste stoïque. Enfin, pas de réaction. Après, il me fait donc nous, en fait, on va te demander de faire des efforts et tout. Après, je le regarde, je fais. En fait, dans l'open space, il n'y a personne qui fait réellement des efforts pour s'habiller en adéquation avec le monde du travail. Tout le monde s'habille normalement. Pourquoi moi, je ferais un effort? Oui, mais en fait, il y a d'autres entreprises, tu vas les choquer, etc. Je dis non, mais moi, je choque personne. Enfin, c'est juste une robe, quoi. Et il voit que, en fait, je change pas forcément d'avis. Et après, je lui dis, écoute, si ça te pose vraiment problème, moi, je suis pas obligée de faire une alternance dans mon master. Donc moi, je démissionne et je trouverai autre chose ou pas. Ça me dérange pas, je ferai un stage. Oui. Non, mais c'est toi qui lui as tu lui as coupé l'herbe sous le pied, finalement. Ah oui, clairement. Il a essayé peut-être de mettre la pression. Mais et en fait, il a vu qu'en fait, il m'a mis la pression et que ça marchait pas. Parce qu'en fait, je n'ai absolument pas réagi. Et il était choqué. Parce qu'en fait, il pensait vraiment que ce coup de pression allait fonctionner, sachant que personne... Ah oui, je l'ai pas précisé. J'étais la seule à avoir trouvé une alternance dans mon master. Merci. Dieu est grand. Exactement, pour voir quand ils l'ont annoncé, les profs étaient choqués. Les autres ont absolument rien trouvé. Il y a une deuxième personne qui a trouvé, mais genre en septembre. Donc on était 2 à faire l'alternance. L'alternance, peut-être 3, je sais plus. Mais en tout cas, c'était 2 garçons. Donc voilà. Ouais. Tout le monde, choqué. Et le patron... il me regardait genre comment elle peut cracher sur cette alternance alors que déjà dans son master personne n'a trouvé, il n'y a que elle, etc. Et moi je le regarde, je dis moi je suis attachée à mes convictions, c'est soit on m'accepte comme je suis, soit je dis moi j'ai pas envie de changer ma personne pour ce que je suis. Et surtout que mon profil leur avait énormément plu au point qu'ils m'ont donné une réponse très rapidement parce qu'ils avaient peur que je sois embauchée par quelqu'un d'autre, parce que je me rappelle le patron il m'a dit oui, il y a qui t'a contacté, et c'est vrai qu'il y avait d'autres boîtes qui m'avaient contacté. Il m'a dit d'accord, et il m'a donné la réponse au bout de 2 jours. Et il m'a relancé pour que je signe le contrat parce qu'il voulait absolument que je vienne travailler avec lui. Oui. Donc il me regarde et tout. C'était 2 patrons, donc ils se consultent. Il me dit bon, ok, on accepte. On accepte. Je leur ai dit je vais vous prouver que ce ne sera pas un problème. Choqué. Il me dit d'accord.
J'ai fait rentrer une amie à moi qui était aussi voilée. Ça m'a fait rire parce que pendant l'entretien, il lui a dit tu portes pas des abayas, j'espère. C'était super drôle. On accepte une, mais pas deux. Et du coup, c'était très très drôle. Ouais. Oh. Du coup, elle lui a dit non. C'était très drôle. Elle me l'a raconté, ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, après leur consultation, ils ont accepté. Ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit OK, on accepte. Donc, moi, j'ai pas eu ce sentiment de devoir prouver plus. Moi, je voulais apprendre. Et je voulais vraiment apprendre. Donc, je m'intéressais à tout. En plus, moi, j'ai ce côté où je vais toujours vers les gens, je cherche à comprendre leur travail, etc. Donc, j'ai travaillé quasiment tous les pôles de cette... C'était une PME, genre, il y avait plus d'une 50aine d'employés. Oui. Il y avait une partie qui était à l'étranger. Donc voilà. Moi, j'ai commencé à chercher à savoir. Et il faut savoir qu'en fait, à cette période-là, toutes les personnes qui faisaient mon métier étaient à l'étranger et j'étais la seule en France. Parce qu'en fait, il y a eu une grosse période de creux, donc ils ont licencié, ou en tout cas, toutes les personnes qui faisales ce métier-là sont parties. Oui. J'étais la seule dans ce poste parce qu'en fait, moi, on m'a embauchée en tant qu'experte accessibilité. Donc... tous les autres experts accessibilité étaient partis parce qu'il y a eu il y avait pas de budget, enfin il y avait pas de ils arrivaient pas à trouver des travaux pour les occuper. Donc en fait là ils essayaient de redémarrer un peu le pôle. C'était parfait que tu sois en alternance finalement. Exactement. Et oui. C'est surtout qu'en fait moi j'étais en mode je vais apprendre. Donc ils avaient fait venir quelqu'un de l'étranger qui travaillait dans la partie à l'étrangère, qui nous avait formés. Lui il avait démissionné après, donc en fait il a juste fait une transmission de connaissances et après il est parti. Oui. Donc il m'a formée et moi à partir du moment où il m'a formée, le patron il a commencé à vouloir me challenger. Il me dit au bout de 2 mois d'alternance on va aller chez le client. Gros client, juste avec le patron, moi en alternance, c'était un vrai défi. Donc j'y vais stressée comme jamais parce que je me suis dit bon le voile etc. Donc je m'habille correctement mais toujours en lien avec mes valeurs. Oui, non, parce que le correctement, il m'a un petit peu... Non, quand je dis correctement, c'était juste un peu corporate, quoi, mais ouais. j'étais modeste. Oui. Jupe longue, tunique, enfin, j'étais modeste. Oui. Et j'arrive en entreprise et les personnes en face de moi, pas du tout choquées. Et pourtant, c'était une grosse boîte. Hein. Ouais. Personne ne me fait de remarques. J'étais avec le patron, aucune remarque. Oui. La réunion se passe super bien, mais vraiment super bien. Mon patron, il appelle l'autre patron et il lui dit ouais, elle a tout cartonné. Ah ouais. Vraiment, je me rappelle parce que l'autre patron m'a appelé juste après en me disant apparemment t'as super bien géré pendant cette réunion, etc. Et moi pour moi c'était juste le début. Et du coup, après, ils ont commencé à me faire confiance. Oui. Donc, ils ont commencé à m'attribuer de plus en plus de responsabilités. Ouais. Et en fait, l'alternance a commencé parce que moi, j'ai commencé 2 mois avant les cours. Donc, cours, ils commencent à quelle période ? Moi, j'ai commencé mon alternance en juin et les cours commençaient en septembre. Donc, c'était très bénéfique parce que ça m'a permis de bien apprendre les bases de mon métier. Parce qu'au final, en 2 mois, tu n'apprends pas ton métier, mais les bases de mon métier avant de commencer les cours. Et du coup, là, le challenge, il fallait tenir le rythme parce que j'avais un rythme de 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise pendant 6 mois et après ça passait à 100% en entreprise. Un rythme très bizarre parce qu'en fait, comme je l'ai dit, mon master était ouvert à l'alternance et au stage en même temps, donc il fallait adapter pour pas que ce soit trop contraignant pour ceux qui font pas d'alternance. Oui. Donc 2 jours en entreprise, c'était un challenge. Je sais plus si c'était 2 jours ou 3 jours, je sais plus c'était quoi. Ouais, bref, c'était short à chaque fois. Oui. Et le patron, il vient, il me dit alors, je sais que tous les RH seront en PLS de la phrase que je vais dire. Et il m'a dit par contre, il faudra que tu travailles des fois un peu pendant tes cours. D'accord. Moi, j'étais juste dans mon objectif je voulais apprendre. Donc, j'essayais d'être raisonnée. Ça va, je travaillais pas non plus énormément, mais des fois, quand les clients m'envoyaient des mails, je répondais. D'accord, pendant que tu étais à l'école. Pendant que j'étais à l'école. Et à l'école, en plus, je pense que c'était un 8h-18h. C'était un 8h-18h, mais ça va, c'était beaucoup de projets. Franchement, je me suis beaucoup épanouie pendant cette 2e année, puisque c'était beaucoup de création de projets, etc. Ouais. Donc, c'était plus tant de théorie que ça. Du coup, en fait, on pouvait élever le niveau en fonction de notre niveau d'informatique, quoi. Oui. Et du coup, le premier semestre se passe super bien au point que le patron me donne un bonus parce que pour lui, j'avais surperformé alors que j'étais en alternance. Ouais. Il commence à réouvrir. Il y avait un pôle formation qui avait été fermé justement par manque d'activité. Là, on commençait à avoir des demandes clients et je me rappelle, en réunion d'équipe, il me dit... il en parle et il dit ouais, il faut qu'on s'occupe de la formation. Et moi, j'interviens, je lui dis moi, je veux reprendre le truc et tout. Il me dit d'accord, on s'appelle après. Waouh. Et du coup,
première formation avec une de mes collègues, voilà. Et ça a continué. Franchement, je me suis vraiment épanouie pendant cette alternance. J'ai fait aussi pas mal de développement de programmation, tout simplement. Oui. Alors que c'était pas ce que je voulais faire, mais moi, je voulais apprendre. D'accord. J'étais vraiment dans l'objectif d'apprendre. Oui. On arrive à la fin de mon alternance, il me propose un CDI avec un salaire misérable. Merci. Voilà, parce que moi je voulais rester parce que j'avais pas forcément envie de chercher autre chose. Donc le confort. Hein. Voilà, le confort. Ouais. Faut savoir qu'en tant que femme voilée, on n'a pas forcément envie d'aller se casser la tête. C'est vrai, faire la bagarre avec les gens. Oui, mon voile, je vais le garder. Exactement. Et la vérité, quand tu sors d'études, t'as juste envie d'avoir un salaire. Quoique, je pense que j'aurais dû peut-être faire une pause aussi. Il y a eu beaucoup de stress quand même dans ton cursus scolaire. Moi, je suis trop... j'enchaîne. Okay. Il te propose un poste. Il me propose un poste. Mais là, je suis plus en alternance, donc je peux plus faire ce que je veux. Ils me disent, tu vas faire que de l'audit. Alors, moi, qui aime énormément faire les choses, je suis quelqu'un qui a l'esprit très créatif, je déborde d'énergie. Alors, c'est la désillusion un peu parce que... Voilà, déjà, je suis pas très bien payée. En plus, faire que de l'audit, c'était pas un truc qui m'enchantait. Quand tu dis que t'étais pas très bien payée par rapport au même poste dans une autre entreprise, il y avait un en fait, moi, j'ai un poste qui était assez rare, donc au final, j'arrivais même pas à me comparer. Les travails d'audit en général sont pas très bien payés. Enfin, c'est beaucoup de travail répétitif, donc voilà. Mais c'est la base un peu de mon métier, parce qu'il faut savoir... Alors, je peux donner du contexte sur le métier d'expert accessibilité. Bien sûr. Le métier d'expert accessibilité, ça consiste à mettre en place les normes d'accessibilité numérique sur les supports numériques. Et nous, on était surtout sur du web. Et du coup, c'est faire en sorte que les sites web soient accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc, nous, on auditait, on trouvait les erreurs et ensuite, on les remontait aux développeurs. Après, il y a plein d'aspects. On fait de l'accompagnement, on fait de la formation, etc. Mais la base, c'est de savoir auditer et savoir trouver les erreurs. Oui. Donc, quand tu es junior, il faut que tu apprennes à trouver les erreurs. Mais moi, j'avais déjà fait ça pendant mon alternance. Après, l'alternance ne fait pas tout. Mais je voulais faire ça, mais je voulais faire aussi d'autres choses. Oui. Les plans d'Allah sont parfaits. J'étais sur LinkedIn. J'ai une fille qui était dans la promotion juste après moi qui me contacte et qui me dit... Oui, c'est quoi, ça consiste en quoi le métier d'expert accessibilité et tout. Je lui dis, je vais expliquer un peu rapidement. Après, je lui dis, t'es dans quelle boîte? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes. Hein. Elle me cite le nom d'une grande entreprise où j'avais... l'entretien que j'avais juste raté, j'avais le choix entre les deux, le cabinet de conseil et la grosse boîte. Et elle me cite cette boîte. Je me dis, mais attends, moi quand j'avais postulé, c'était pour un poste de développeur, de développeuse plutôt. Et du coup, je me suis dit, mais s'il y avait... parce qu'en fait, moi, je leur avais demandé, je leur ai dit, vous ne faites pas que de l'accessibilité. Ils me disent, il n'y a pas de pôle actuellement. Oui. Et là, le pôle venait de se créer. D'accord. Donc, je lui ai dit, tu peux me donner le contact du chef de projet. On s'écrit 3 messages, il me dit, on passe un entretien. Ah ouais. Ouais, non, mais ton profil doit être vraiment... Non, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans l'accessibilité numérique. D'accord. Mon profil n'est pas forcément exceptionnel, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et du coup, en plus, moi, comme j'ai dit, j'ai un background d'informatique, donc voilà, ça aide. En général, c'est beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là parce que il y a beaucoup de développeurs et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait des sciences humaines et qui se sont intéressées à ce sujet-là, oui. ou de personnes entre guillemets qui n'avaient rien à voir et qui se sont retrouvées là parce que voilà. Et du coup, entretien, ça se passe très bien. Deuxième entretien avec un autre manager, ça se passe très bien. Il me donne la réponse hyper facilement, alors que les process dans ce genre de... Oui. Enfin, hyper rapidement, pardon. Alors que dans ce genre d'entreprise, les process sont extrêmement longs. Et du coup, j'annonce ça à mon patron et à mon manager. Alors ça, ils m'ont super mal pris. Parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir en moi, tu vois. Oui, mais quand tu as beaucoup d'espoir envers quelqu'un, tu lui donnes ce qu'il veut, en fait. Surtout quand c'est un produit rare, tu fais en sorte de le garder. Je ne m'estimerais pas comme un produit rare, mais en tous les cas, ils n'ont pas fait en sorte de me garder. Et du coup, je leur annonce que je démissionne et je leur dis le nom de la boîte et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas faire... Enfin, Ils ne pouvaient pas s'aligner. Ils ne pouvaient pas s'aligner, donc ils m'ont laissé partir. Mais la dernière conversation que j'ai eue avec mon manager, il était beaucoup en mode tu nous as un peu planté un couteau dans le dos. Après, j'ai dit, mais c'est vous qui n'avez pas essayé de me retenir. Ouais, mais dans tous les cas, on savait qu'on ne pouvait pas te retenir. Oui, clairement. Voilà. Donc, pourquoi vouloir jouer la carte de la culpabilité? Exactement. En fait. Mais bon, bref. J'arrive dans ma nouvelle boîte et là, c'est... en fait, s'il n'y avait rien qui était fait, elle était en alternance et moi, j'étais en CDI et j'étais encore junior. Et le manager était incroyable. Il me dit, on attend tes idées, sois proactif, on fait quoi? Du coup, un super terrain de jeu pour toi. Exactement, une boîte qui est
extrêmement grande, Oui. donc avec très peu de connaissances en accessibilité. Donc on commence à monter l'offre, etc. 2 ans après, j'ai une promotion, je prends le lead de l'équipe. Équipe de combien de personnes? Alors 2 personnes full-time et des personnes qui gravitent un peu autour. Donc il y avait 4 personnes, il y a une personne qui est partie, donc voilà. C'est génial. et voilà, et j'ai jamais eu aucune remarque vis-à-vis de mon voile, parce que cette entreprise est très basée sur l'inclusion. Oui. Mais on m'a jamais parlé de mon voile. On n'a même pas prononcé ce mot-là. D'accord. Comme si Allah avait vu tous les sacrifices que j'ai fait toute ma vie, avec l'école à la maison, avec le fait que je me sois attachée à ses convictions pour me dire... Parce que moi, j'attendais la facilité pendant mes études sup, parce que je me suis dit, bon, j'ai galéré pendant le bac, c'était pas facile. Oui. Je me suis dit, bon, ce sera facile plus tard. Et c'est facile. Enfin, c'est facile. Dans ta vie professionnelle, en tout cas, ça a été plus facile. Ça a été plus facile par rapport au voile, en tous les cas. Donc voilà, c'est juste un message pour les jeunes, entre guillemets, jeunes femmes qui se posent des questions sur leur avenir pro. Dans beaucoup d'épreuves de la vie, des fois, on perd espoir sur énormément de choses, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un, entre guillemets, qui a eu un parcours un similaire, peu voilà, c'est ça. Ça aide à garder espoir. C'est ça. Parce que des fois, tu as l'impression que les choses, elles sont que pour toi, c'est exclusif, c'est inédit. Genre, non, mais clairement. Tu vois, ouais. Alors que. Bon, peut-être qu'il y a eu. Bon, il y en a eu pour qui ça a été inédit. Au début, il faut bien un point de départ. Bien sûr. Mais moi, comme je t'ai dit, je fais partie des premières générations. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de collèges musulmans, de structures musulmanes, etc. Les filles se voilent de plus en plus jeunes. Exact. Et je suis partie. La semaine dernière, j'étais dans un collège musulman. À Mantes-la-Jolie, au fin fond du monde. Ouais. et moi, j'y allais parce qu'on m'a demandé de témoigner, tu vois. Ouais. Mais j'ai été choquée à quel point les filles me posaient toute la question. Ah, tu travailles avec ton voile? Elles ont 15 ans. Hein. Ouais. Je travaille avec ton voile. Ouais. Et tu travailles avec ton voile. Ouais. Et j'étais en mode, waouh. Mais c'est bien. Mais c'est par quel biais qu'ils ont fait appel à toi pour que tu viennes? En fait, j'ai beaucoup d'amis qui investissent entre guillemets dans la communauté, qui essaient de développer des projets. Ouais. Il y a un réseau de plus en plus important vis-à-vis de ça. Ouais. Et du coup, c'est une amie qui m'a dit, tu veux, j'ai l'habitude de témoigner dans elle aussi, elle a un parcours d'ingénieur assez cool, tu vois. Ouais. Elle me dit, est-ce que tu veux prendre ma place cette fois-ci, parce que moi je l'ai fait trop de fois, ça bon, c'est plus pertinent. Ouais. Et du coup, franchement, le feeling était ouf, parce que moi j'ai été aussi dans un collège musulman, parce que moi aussi j'ai fait l'école à la maison. Et ce jour-là, j'ai rencontré une petite qui était à l'école à la maison, et je voyais me regarder avec des étoiles dans les yeux. Pas que je suis exceptionnelle, mais je rencontre quelqu'un qui a réussi, tu vois, parce que c'est pas juste j'ai eu mon bac, tu vois, j'ai fait des études, j'ai un travail, tu vois. C'est ça. Et moi, je parlais beaucoup de bon, je suis pas encore mariée, enfin j'espère un jour, Inch'Allah. Allah te l'accorde. Mais je sais que mon travail pourra s'adapter à une vie de famille, parce qu'en fait on peut passer à mi-temps, parce qu'il y a plein de femmes qui ont des enfants dans mon travail, etc. Et des gens qui sont attachés à leur travail, tu vois, qui essaient de s'épanouir, etc. Donc je me dis, Allah il est grand, il t'a facilité. Alhamdoulilah. Genre ma collègue qui est à mi-temps, enfin il y a plein de trucs, tu vois. Et subhanallah, on voit pas où est le bien. Donc, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Alhamdoulilah. Donc voilà. Du coup, je disais que actuellement, alhamdoulilah, moi j'ai plus. Enfin, j'ai jamais eu de contraintes dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui prône beaucoup l'inclusion, etc. Et du coup, en fait, on m'a jamais fait aucune remarque par rapport à mon voile. Et c'est une chance qui est exceptionnelle au final. Et quand j'en parle avec certaines sœurs qui travaillent dans d'autres entreprises, elles me disent oh, mais comment c'est possible, tu vois, parce qu'en fait dans cette entreprise il y a beaucoup de femmes voilées, etc. Je te dis pas que l'entreprise elle est parfaite, hein, parce que je sais que j'ai des collègues qui ont déjà eu des soucis. D'accord. Moi j'ai d'ailleurs eu un jour un souci avec un de mes clients, mais ils ont très vite remonté le truc et ils n'ont pas accepté entre guillemets que ça se passe comme ça. Vite géré, exactement. Donc je pense que le message à retenir de tout ça, c'est que quand tu fais des sacrifices pour Allah il finit toujours par te le rendre à un moment donné, et à te donner beaucoup plus que ce que tu veux. Moi, quand j'ai fait l'école à la maison, c'était vraiment pour garder mon voile et prier un maximum à l'heure, etc. Ouais. Et ça a été extrêmement dur. Et moi, je pensais que j'allais être facilité pendant mes études. On pense toujours, on a une vision hyper limitée des choses, mais j'ai galéré aussi pendant mes études. Et subhanallah, la récompense d'Allah vient bien après, plus de 10 ans après au final. Enfin, peut-être pas 10 ans après, j'abuse, mais en tout cas, bien des années après. Donc les plans d'Allah sont parfaits. Et au final, je ne changerais rien du tout de toute cette histoire, parce que déjà, je trouve qu'il y a une belle histoire et il y a un beau message, en fait.
rester attaché aux valeurs, même qu'Allah il nous demande de rester constant en tout cas sur le message qu'il nous a envoyé. Exactement, et de rester attaché à notre religion. Oui. Et Allah nous facilitera toujours. Donc après la difficulté, il y a des facilités. C'est ça. Donc, subhanallah, au fur et à mesure, là, il m'a donné des facilités. L'alternance, c'était cool, tu vois, mais c'était pas très bien payé. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et au fur et à mesure, là, il a commencé à m'éclaircir et à éclaircir la voie, en fait. Au final, il m'a donné... je me rappelle quand j'étais dans mon alternance, au fond de moi, je voulais travailler dans un grand groupe pour pouvoir, entre guillemets, développer l'offre. Je me suis dit, ça serait trop bien. J'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Oui. Mais pour moi, c'était impossible. Genre je me dis mais ça n'existe pas en fait, et moi j'avais pas vu de personnes qui avaient ce type de poste sur LinkedIn. Oui. Allah il m'a donné ce que j'imaginais, Et ben voilà. même plus que ce que j'imaginais, donc voilà, Allah est grand. Et ben, Allahu Akbar, donc c'était la traduction en arabe de ce que je viens de dire. Mais c'est génial. Mais aujourd'hui tu te sens comment toi, t'as pas eu il y a déjà un truc très pertinent au début, c'est que toi, tu t'es construit avec ce voile. Je me suis construit avec ce voile et en fait, je pense que Allah, il nous éprouve pas tous sur la même chose. Comme je l'ai dit, certaines sœurs ont beaucoup de west-west par rapport au voile. Il y en a qui ont du mal avec la prière, il y en a qui ont du mal avec d'autres choses. On n'est pas tous éprouvés sur la même chose. Ouais. Donc moi, alhamdoulilah, alors, je sais pas si c'est prétentieux de le dire comme ça, mais moi j'ai pas eu de west-west, est-ce que je le retire, est-ce que je le retire pas, etc. Enfin, en fait ça faisait partie de l'éducation de ma mère aussi. On a tous des west-west sur d'autres choses, enfin voilà, donc voilà, c'est plus facile pour certaines sur certains sujets, et c'est plus facile pour d'autres sur d'autres sujets, donc voilà. Non, moi j'ai pas eu réellement de difficultés. Par contre, rester accroché à ça et se dire qu'Allah il a d'autres plans pour nous quand on le choisit. Je pense que c'est ça qui a été à un moment donné difficile, parce que moi mon goal c'était vraiment de sortir avec le meilleur diplôme d'ingénieur dans la meilleure des écoles possibles. Oui. Au final c'était pas ça pour moi, c'était pas ça. Mais actuellement je sais que si j'avais eu ce diplôme là, j'aurais pas fait un travail que j'aurais aimé, et j'en suis convaincue parce que je travaille avec ce type de profil. Ah ok. Donc finalement, les plans d'Allah sont parfaits, parce que ce chemin était celui qu'il fallait que tu prennes. Exactement, parce que dans mes études, j'ai des gens qui ont fait de très bonnes écoles après, etc. Surtout ceux qui sont restés en double licence. Et au final, je me dis, mais waouh, heureusement j'ai pas fait ça. Enfin, heureusement qu'Allah il m'a changé de voie. D'accord. Donc voilà, les plans d'Allah sont parfaits. Il faut rester accroché à l'idée qu'après la difficulté, il y a des facilités. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super cool. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Mais j'aime bien, tu es là pour ça de toute façon. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Sincèrement, je pense que qu'Allah fasse qu'on soit très proche de lui toute notre vie, parce qu'au final, cette vie, elle est éphémère, et qu'Allah nous accorde l'amour d'aimer la religion, en fait, toute notre vie, parce que on n'est jamais assuré de ne pas être égaré, tu vois. C'est ça. Donc il ne faut pas avoir, je pense, d'arrogance vis-à-vis de notre état actuel. Exactement. On n'est jamais sûr de rester comme ça, tu exactement. vois. Donc, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Et c'est ce qu'on va se souhaiter aussi. Inch'Allah. Super important. Dans ton témoignage, je tiens à remercier ta maman. Franchement, je tiens à remercier ta maman, parce que c'est la première fois que j'entends qu'un parent, après elle en a eu la possibilité, c'est génial, mais aussi elle a eu le courage aussi de se dire, je vais faire l'école à la maison à mes enfants. Clairement. Parce que c'est pas, elle aurait pu commencer, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est vrai, mais ils le commencent dès la primaire. Ouais. Et là, c'est parce que vous avez pris le choix de Dieu qu'elle s'est dit, si elles ont sacrifié, je vais sacrifier aussi, et je vais les accompagner dans ça. C'est ça. Donc merci à ta maman. Qu'Allah la préserve. Amine. Il lui accorde beaucoup de choses, et que toutes les hasanettes qu'elle a pu récolter à ce moment-là, qu'elle retrouve le jour du jugement, et que Dieu me permette de la rencontrer dans la vie d'ici-bas, mais au paradis. Amine. Amine. C'est ce que je me souhaite et ce que je lui souhaite aussi. Amine. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, pardon Non, il n'y a pas de... T'as fait le tour de tout. Non, je pense que j'ai tout dit. D'accord. J'ai beaucoup parlé. Donc... Non, on est là pour ça. Voilà. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Salam alaikum. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.
N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoiler est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt!